entretien de la semaine. Bonjour amis internautes de walfnet.com, bonjour monsieur Cheikh Bamba Dièye, vous êtes le secrétaire général du Front pour le socialisme et la démocratie et vous êtes l'invité de la semaine sur walfnet.com. Bonjour et je me réjouis de pouvoir discuter avec l'ensemble de mes compatriotes à travers le net et via surtout walfnet.com. D'accord. Pour la première question, l'actualité est dominée par le manque de consensus entre pouvoirs et opposition sur le nouveau code électoral. Quelle est la position de votre parti dans ce débat? Lorsque l'opposition a été invitée et que nous y sommes allés, notre volonté a été non seulement de corriger les dysfonctionnements que nous avions observés et de faire en sorte que ce que nous avons reproché au gouvernement, y compris le traitement dans les médias, y compris le stock mort du fichier électoral, y compris les dysfonctionnements à plusieurs niveaux que nous avons observés, que nous puissions nous mettre ensemble et discuter. Il est évident qu'une discussion autour du code électoral ne peut pas déterminer qui sera le victorieux. Il s'agit juste de permettre aux Sénégalais de faire l'effort qu'il faut pour pouvoir avoir un système transparent. C'est notre préoccupation, mais vous vous rendez compte que l'esprit unilatéraliste et cette fois ce double langage de l'État du Sénégal montre qu'en réalité, comme par le passé, ce dialogue national est en train de prendre les tournures d'alibi, où on essaie de prendre les gens pour pouvoir justifier ce qu'ils veulent faire et qui n'est pas conforme avec la démocratie ou l'esprit démocratique. D'accord. Toujours restons par rapport à ce code électoral. On a constaté que la refonte du fichier électoral reste un point d'achoppement majeur par rapport à cette question. Du côté du pouvoir, l'on soutient qu'on doit faire un audit physique. Et l'opposition, ou bien on peut même dire que les non-alignés, eux, ils sont pour une mise à jour de l'ancien fichier. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent d'aller convoquer les 5 millions d'électeurs pour les faire voter? Est-ce que ça ne pourrait pas, dans une certaine mesure, décourager certains électeurs? Vous savez, moi je suis un peu inquiet parce que je pense que si la volonté qui doit nous animer est la volonté d'aider notre pays à aller de l'avant, si nous devons ensemble travailler pour que le Sénégal soit mieux géré et que l'esprit démocratique ou l'état de droit devienne une réalité, il n'y a pas besoin de chamaillerie. Je crois que dans l'esprit d'Abdou Diouf, il avait dit à l'époque que toutes les velléités ou les envies de l'opposition pour asseoir une culture démocratique et des élections et un fichier le plus crédible possible, j'y participerai. Si cela, il y a consensus là-dessus. Je crois qu'il faut que l'État du Sénégal soit conséquent avec lui-même et que le président de la République se rappelle ses engagements. Il doit venir nous retrouver sur nos revendications, nous retrouver parce que nous sommes en droit aujourd'hui d'exiger du Sénégal plus de démocratie et plus de transparence dans notre système politique, ce qui n'a pas été le cas. Nos propositions vont dans ce sens. Sa volonté à lui et à son système nous maintient dans le statu quo que nous avons déjà dénoncé et que nous avons vu les résultats qui sont là et qui ne sont pas bons pour notre démocratie. D'accord. Si une fois le code est adopté sans l'aval de l'opposition, allez-vous compétir dans ces circonstances? Vous savez, la compétition est la règle. Nous n'allons jamais démissionner, nous n'allons jamais faire la politique de la chaise vide. Nous sommes des acteurs et nous avons envie que les Sénégalais sachent une bonne fois pour toutes, depuis très longtemps, que notre participation dans l'espace politique est une contribution généreuse, disponible pour faire du Sénégal un état de droit et plus encore, faire du développement une réalité. Nous sommes en politique pour chercher les moyens de faire en sorte que chaque Sénégalais qui se réveille trouve des raisons de continuer à espérer dans les chances du Sénégal. D'accord. À côté de ce sujet, il y a aussi la polémique sur la double nationalité où l'on a même évoqué l'article 28 de la Constitution et que le ministre conseiller Benoît Sambou a soutenu qu'au Sénégal, il faut impérativement être sénégalais de pure souche, de père et de mère, renoncer à l'autre nationalité. Partagez-vous ce point de vue du ministre conseiller? Si la loi dit qu'il faut être de double nationalité ou qu'il faut être d'une nationalité stricte, c'est une mauvaise loi, il faut la changer. Qu'on soit de père sénégalais ou de mère sénégalaise, pour moi cela importe peu.
pourvu simplement qu'on ait les aptitudes et la qualité pour gérer ce pays. Et qui plus est encore, pour le camp du pouvoir, on ne peut pas, quand on a été Premier ministre, accepter quelqu'un dans son gouvernement au poste de ministre d'État, être président de la République, accepter quelqu'un dans son gouvernement comme Premier ministre et ensuite revenir avec des bambineries pour nous dire que tel a la possibilité d'être président de la République ou de ne pas l'être. Il faut qu'on soit sérieux. Êtes-vous de ceux qui pensent que cette histoire de double nationalité, c'est juste une manœuvre politicienne pour écarter Abdoul Mbaye et Karim Wade du jeu? Ça n'apportera rien. Vous savez, l'histoire de ce Sénégal-là, nous le connaissons. On connaît des présidents de la République qui ont eu cette double nationalité et qui l'ont gardée par devers eux. Il faut qu'on arrête. La question de fond aujourd'hui, et comme je l'ai dit tantôt, je suis un acteur politique et tous les Sénégalais qui nous observent ou qui nous regardent savent l'effort que nous ne cessons de fournir pour que le Sénégal reste un état de droit. Nous n'avons, pour le compte du FSD/BJ, jamais été en retard lorsque la nation l'exigeait. Nous avons été parmi les premiers à engager le combat pour l'alternance. Nous l'avons subi dans nos chairs, nous l'avons subi dans notre conscience et nous nous sommes engagés pour que le Sénégal reste un état de droit. Notre objectif, c'est qu'on puisse avoir la possibilité pour tout Sénégalais qui se sent en aptitude d'apporter quelque chose au Sénégal, qu'il puisse le faire. Quel regard avez-vous par rapport au Conseil des ministres décentralisé initié par le chef de l'État? Pensez-vous qu'à partir de ces conseils des ministres, on peut arriver à quelque chose de concret? J'ai commencé cela et je l'ai ouvert avec Saint-Louis, parce que j'étais maire de Saint-Louis. Je savais que la ville était préparée pour accueillir ce dispositif. Sur les 300 et quelques milliards qui ont été proposés, au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que pas grand-chose n'a été fait. Parce que, vous savez, quand 1 milliard de francs est dépassé dans un endroit, il ne faut pas trouver des explications pour le localiser. Et quand on parle de 360 ou 350 et quelques milliards, ça doit laisser des traces. Et là où le bas blesse, c'est lorsque l'on mobilise la nation, lorsqu'on vient avec des envies, en suscitant l'espoir et en mobilisant les citoyens autour d'actions dont la pertinence est indéniable. Je crois que ce qu'il faut, c'est qu'on soit focus pour ce qu'on promet, ce sur quoi on a travaillé avec les citoyens, qu'on se donne les moyens de le réaliser, plutôt que de confondre inscription budgétaire avec réalisation sur le terrain. Et c'est là où le bas blesse, et c'est ce qui fonde quelque part, après que le tour soit fait, que les citoyens puissent se dire que, mais en fait, avec tous les milliers de milliards qui sont promis, et quand on circule dans le pays, on se rend compte pas que pas grand-chose n'a été fait, on se pose la question, alors si c'est pourquoi on nous dit que ça a été engagé n'est pas fait, il faut trouver d'autres explications, et c'est la raison pour laquelle que beaucoup pensent que c'est une opération de charme, une opération purement folklorique et un des éléments ou une articulation de la stratégie électoraliste du président de la République qui est aux antipodes du développement et de la rationalité qui doit accompagner l'action publique. Donc vous rejoignez les autres comme Idrissa Seck qui dit que c'est juste politique pour les populations. Je ne rejoins personne, je constate avec tout le monde que voici les faits et que personne ne peut les contester. Du 4 septembre se tiendront les élections des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Tout d'abord, le FSD/BJ participera-t-il à ces joutes? Ensuite, quel sens voire signification cette nouvelle institution apportera au système déjà mis en place? Vous me permettrez, madame, d'évoquer un certain nombre d'éléments qui ont précédé la création de ce Haut Conseil. Vous savez, il y a de cela 12 ans, pendant tout le temps qu'a duré la présence de Maître Abdoulaye Wade au sommet de l'État, nombre de nos partis politiques, y compris le FSD/BJ, ont passé les plus clairs de leur temps à critiquer son système politique, la gabegie, les institutions budgétivores, le fait qu'il n'était pas focus sur les vraies priorités. Et c'est fort de cela que nous avons convoqué les assises nationales. Beaucoup parmi ceux qui sont autour du président de la République étaient les initiateurs et les grands pourfendeurs du régime défunt. Et je suis un peu surpris et meurtri lorsque je vois des gens qui ont une longue carrière politique et qui nous ont parlé, et beaucoup parlé autour de la reddition des comptes, du sérieux que nous devrons avoir dans la gestion et l'utilisation des ressources, soit ceux-là qui aujourd'hui professent l'exact contraire de ce qu'ils disaient et qui est en contradiction flagrante
avec l'esprit des assises et la charte de bonne gouvernance. Cela pose un immense problème. Et moi, je dis de manière très claire, cette façon d'agir est de l'escroquerie politique. On ne peut pas se payer la tête des Sénégalais pendant aussi longtemps et revenir les duper de cette manière-là. Ce n'est pas sérieux. Si les uns et les autres veulent savoir pourquoi nous sommes encore sous-développés, pourquoi nous n'arriverons jamais à sortir ou à faire le saut qualitatif qu'il faut, c'est parce que certainement, ceux-là qui sont les premiers dans l'espace politique n'ont en réalité pour seule et unique préoccupation que leurs intérêts particuliers. Et de ce point de vue-là, lorsqu'on est capable aujourd'hui de mobiliser plus de 8 milliards pour nourrir 150 paresseux, et je mesure bien mes mots, ces 150 paresseux qui n'ont aucune contribution significative à apporter à ce pays. Alors qu'à côté de cela, on a soulevé, il n'y a pas très longtemps, la détresse des enfants sénégalais qui sont dans la rue. On a soulevé la question talibé. On a voulu embrigader la nation autour de cela. Alors que quelques semaines après, on est capable de distribuer gratuitement plus de 8 milliards à des gens qui, depuis les indépendances, ont été là pour manger à toutes les sauces. Je sais de cela qui aujourd'hui fonde mon argumentaire et pose problème dans notre pays. Vous pensez que c'est une farce? C'est plus qu'une farce, c'est une tragédie. Si vous voulez savoir ce qui aujourd'hui doit mobiliser les Sénégalais, c'est que quand on se mobilise pour l'action politique, lorsqu'on a été capable, comme nous et tous ceux qui étaient dans les assises, d'amener les Sénégalais à résister et à s'engager autour du combat démocratique. Ce combat démocratique qui nous a coûté la perte de 15 vies humaines. Je crois que fort de cela, nous devons être tous très mal à l'aise aujourd'hui si nous sommes dans des dispositions à installer ce Haut Conseil des territoires. Qui plus est, ce Haut Conseil a été évoqué sur l'aune de l'acte 3. Et nous savons tous que l'acte 3 n'a pas bougé d'un iota. Si cela devrait servir à conforter ou à être le dernier acte de l'acte 3, alors il y a encore du temps à attendre. Et c'est pourquoi je dis aux Sénégalais qu'il faudrait que les Sénégalais reprennent leur pays en main et qu'ils s'engagent de manière résolue à soutenir ceux parmi nous qui méritent par leur constance, leur crédibilité, leur engagement, le soutien des citoyens. Parce que si nous avons fait le bon choix, si nous avions fait le bon choix, si nous autres citoyens, nous avions pris sur nous la mesure de ne pas regarder seulement ceux-là qui sont spécialistes dans le tintamarre et le folklore politique qui accompagnent les campagnes, pour nous donner un peu plus de visibilité ou détourner notre regard de ces siphonneurs de la République, pour nous tourner vers des citoyens qui ont été capables de générer plus de positivité, je crois qu'on n'en serait pas dans cette situation-là. Alors, vous dites que cette rupture tant chantée par le président Macky Sall, n'est juste qu'un slogan. Non, c'est plus qu'un slogan. Ce n'est que du soporifique. C'est juste du somnifère qu'on administre à petite dose à ce pays. Je pense que si on sait, il faut aller à rebours. Pensez-vous que si Macky Sall disait aux Sénégalais en 2012, pendant qu'on se battait au niveau de la place de l'indépendance, s'il avait le discours de dire, écoutez, il n'y aura pas de reddition des comptes avec moi. Je vous amènerai maître Ousmane Gom, Awa Ndiaye, Innocence Tab, j'en passe encore. Je ne les accuse pas, mais c'est eux qui sont des acteurs et qui sont bien visibles. Que Djiboka et tous ceux qui étaient les généraux d'Abdoulaye Wade vont se retrouver autour de moi. Vous pensez que les Sénégalais allaient voter pour lui? Vous pensez que si son discours avait été qu'il n'y aura pas de gestion sobre et vertueuse et que je ferai en sorte que mon patrie, ma famille, mes intérêts personnels vont aller au-dessus de l'intérêt supérieur de la nation, vous pensez que les Sénégalais allaient voter pour lui? C'est de cela qu'il s'agit. Il faut qu'on aille au-delà de ce Haut Conseil et qu'on regarde la réalité de l'action des hommes politiques et qu'on se détourne d'eux une bonne fois pour toutes pour donner un peu plus de chance, un peu plus d'espace à des gens comme Cheikh Bamba Dièye, entre autres. Je ne tire pas la couverture de mon côté, mais il faut que l'effort soit gratifié. Il faut que la constance soit récompensée si nous voulons que ce pays aille de l'avant. Sinon, on aura simplement la réédition de gens qui vont nous ramener une culture politique passéiste
Parce que je pensais que le président de la République, quand il arriverait au pouvoir, allait penser et agir pour sa génération. Et allait penser et agir pour consolider un état de droit. Et qu'il n'allait jamais commettre l'erreur de nous ramener la culture politique, pas de Senghor ou de Lamine Gueye, mais celle-là qui date de l'âge de la pierre fracassée, qui précède de très loin l'âge de la pierre taillée. Rejoignez-vous Sidi Lamine Niasse, le PDG du groupe Walfadjri, qui dit que Macky Sall, c'est juste un président par accident. Il a montré ses limites. Ben, je suis d'accord sur le fait qu'il a non seulement montré ses limites, mais qu'il nous a montré qu'on s'est trompé. Qu'on s'est trompé, non pas parce qu'on veut lui jeter la pierre, mais parce qu'on est ambitieux pour notre pays. Macky Sall, c'est un point d'histoire dans le grand livre du Sénégal. Et de ce point de vue-là, quand nous bougeons, quand nous nous activons dans l'espace politique, c'est pour un dessein beaucoup plus grand. Et nous pensons que, quelque part, tous les sacrifices que les uns et les autres ont consenti à faire et dont il est le dépositaire aujourd'hui, qu'en retour, nous étions en droit d'attendre de sa part un tant soit peu de reconnaissance pour la collectivité nationale. Nous l'avons élu. Beaucoup de Sénégalais ont participé à son élection, non pas sur la base des chantiers qu'il va réaliser ou des kilomètres d'autoroute qu'il va nous faire, mais nous avions le sentiment que, fort de notre combat, que le prochain gouvernement, le prochain régime qui se mettra en place va travailler durement pour la réduction des comptes, va faire en sorte pour que les transhumants restent dans leur coin et qu'ils rendent des comptes, va faire en sorte pour que l'état de droit devienne une réalité et que la justice soit enfin libérée et disposée à arbitrer les différends entre les Sénégalais sans pour autant verser dans le parti pris et le fait de sélectionner les uns et les autres pour voir qui doit ou qui mérite d'être sanctionné. D'accord, en vous entendant parler, si je me trompe, vous me dites, on a comme l'impression que vous avez du mal à digérer votre défaite à Saint-Louis. Au contraire, Saint-Louis ne m'appartient pas. Je suis un démocrate. Je vis pour rendre service. Je vis pour apporter ma contribution. Et aujourd'hui, je m'estime à l'aise parce que le fait d'un homme politique, ce n'est pas combien de temps il reste, parce que personne n'est éternel. Moi, j'écris souvent et je m'inscris toujours dans cette dynamique. Ma philosophie de vie, c'est vivre pour qu'au soir de ma vie, je n'ai pas le sentiment d'avoir vécu inutilement. Quand je suis arrivé à Saint-Louis, mon discours a été limpide. Je leur ai dit que, élisez-moi, je ferai en sorte que votre ville sera mieux gérée. Je ferai en sorte que la transparence sera de mise. Je ferai en sorte que l'énergie, les ressources de la ville vont être au service de la communauté. Et cela, je l'ai réalisé. Peu importe le temps que j'aurais passé à la tête de Saint-Louis, mais ce qui importait à mes yeux, c'était qu'est-ce que je laisse en héritage. Je l'ai laissé une ville bien gérée, où l'empreinte biométrique était de rigueur au moment de rentrer à la commune, où une radio municipale existait, plus de 35 km de route ont été réalisés, 68 maisons réalisées dans le cadre de logements sociaux et pour le cadre de la lutte contre le changement climatique. De 2 voitures, je les ai amenées à plus d'une 50aine de véhicules. J'ai réhabilité l'ensemble du patrimoine communal. Je leur ai laissé en héritage une usine de pavés, 12 bus. J'ai fait ce qu'aucun maire de Saint-Louis n'aura fait et j'en suis très fier. J'en suis d'autant plus fier que je vois qu'ils ont été escroqués, trompés et qu'ils en payent aujourd'hui le produit. C'est pourquoi tout au long de mon discours... Quel regard aussi avez-vous par rapport aux problèmes quotidiens que vivent les Gueldarois, juste par rapport à l'avancée de la mer? Vous savez, je me demande si je n'avais pas réalisé 68 maisons dans le cadre du changement climatique pour anticiper sur ces phénomènes de l'avancée du trait de côte et celui de l'érosion côtière, comment la commune de Saint-Louis aurait pu supporter ou aider les populations. Ils me doivent une fière chandelle pour vous dire que la capacité de gestion de quelqu'un doit être dans la prospective. J'étais capable de convoquer une conférence internationale sur le changement climatique à Saint-Louis, où il y a eu 22 nationalités. Pour la première fois, une ville de l'intérieur, hors Dakar, a été capable de le faire. Et c'est autour de cela que l'ensemble des actions que j'ai menées pour cette ville-là ont pu se réaliser. Je suis à l'aise et absolument pas dans la rancune, non, absolument pas, parce que je suis disponible pour mon pays. Et je pense que le Sénégal m'a déjà suffisamment honoré pour que je me sente aujourd'hui fort de mon expérience, fort de ce que j'ai été et de ce que les Sénégalais m'ont aidé à devenir,
à ne jamais être dans la compromission, à ne jamais être à supporter celui qui ne le mérite pas, mais à être toujours disponible pour le Sénégal et à faire ce que je dois faire. C'est cela, l'action politique. Si les uns et les autres s'essayaient un tant soit peu dans cette dynamique-là, je suis sûr qu'il y a belle lurette qu'on serait déjà un pays développé. On ne saurait se quitter sans parler l'éviction de Nafi Ngom Keïta à la tête de l'OFNAC et la suspension d'Ousmane Sonko. Vous savez, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Pendant longtemps, le président de la République, par rapport à ceux qui lui disaient qu'il n'y a plus de réduction des comptes et que maintenant la traque est une traque ciblée, il sortait l'OFNAC en disant que même ceux qui sont au pouvoir ne sont pas à l'abri. Mais à l'exercice, on s'est rendu compte que c'était de la poudre aux yeux. Et qu'en réalité, cet OFNAC pouvait sévir tant que cela n'intéressait pas le président de la République ou ses hommes ou ses partisans. Comment voulez-vous, madame, que l'on construise un état de droit? Comment voulez-vous, vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, qu'on construise un état de droit, une justice qui est disponible pour tous les Sénégalais, si dès le départ, c'est le premier d'entre nous qui fixe les limites de la justice, qui dit que tel individu doit être inquiété et qu'un autre ne doit absolument pas l'être. Je crois que ce n'est pas rendre hommage à l'action que nous avons menée pour réaliser l'alternance en 2012. Et c'est fort de cela que je suis un peu meurtri de cet enterrement en grande classe que nous faisons de l'OFNAC et de tout cela. Et j'espère pour l'avenir, puisqu'il faut être toujours dans l'avenir, au-delà de ce sentiment de satisfaction du devoir rendu et surtout de félicitations à l'endroit de Mme Nafi Ngom Keïta, qui a été non seulement à la hauteur, mais ensuite, même dans le refus de l'autorité par rapport à l'exercice d'un droit illégitime, elle a été capable d'ester en justice. Ça restera des traces pour le Sénégal et que les autres fonctionnaires devront apprendre à ce que l'État ou le président de la République n'est pas le seul et qu'il n'a pas la liberté ni la possibilité de déterminer ou d'administrer, comme me lui semble, la République. Nous avons des règles et il se doit, lui comme nous tous, de les respecter. Et quelque part au-delà de tout cela, je dois dire à l'endroit par exemple de Sonko que c'est dans la même veine. Nous sommes des actionnaires dans notre pays. Et en tant que tel, nous avons l'obligation de défendre les deniers de la République et leur utilisation rationnelle. Un citoyen qui s'inscrit dans cette dynamique doit avoir de notre part félicitations, soutien et accompagnement. Si en plus de cela, au lieu de le féliciter, nous sommes là à le vitupérer et à chercher à le briser, cela pose que le problème, comme je le dis souvent, il y a une sorte de contradiction fondamentale dans la politique du président de la République. Il est un spécialiste de la théorie du bien et un piètre praticien de l'état de droit et de la pratique du bien. Et c'est pourquoi je lui dis souvent, Monsieur le Président de la République, soyez à la hauteur de votre mission. Parce que ce que vous dites et ce que vous faites, il y a une différence manifeste. Et ce que vous faites parle si fort que nous autres, nous n'entendons plus ce que vous théorisez. Rejoignez-vous toujours Idrissa Seck qui dit que le président Macky Sall a tous les défauts du président Abdoulaye Wade, mais aucune de ses qualités. Je vais aller plus loin que cela. Pour dire simplement que j'ai l'impression que là où il a refusé son martyr, qu'il a quelque part une certaine forme de déformation qui lui dit que il ne peut pas aller plus loin que l'action politique de Maître Abdoulaye Wade. Il est là à répéter de manière mécanique l'ensemble du dispositif politique qui a amené Maître Abdoulaye Wade à sa défaite en 2012. Et je crois que pour un intellectuel, le minimum, c'est d'apprendre des erreurs de ses prédécesseurs et d'être focus et surtout assez moderne pour comprendre que ce Sénégal-ci a besoin d'avoir un président à la hauteur de ses missions et qui ne nous répétera pas ce que nous avons déjà refusé, parce que l'avènement de 2012 doit être là comme symbole et rappel sur notre volonté inébranlable de faire en sorte que ce Sénégal-ci soit un État de droit et un pays développé. L'autre fois, il y a de cela 2 jours, lors d'une conférence de presse, Sidiki Kaba, le ministre de la Justice, a dit que la traque des biens supposés mal acquis va se poursuivre. Accordez-vous du crédit par rapport à cette annonce du ministre?
je n'ai pas d'argument pour lui accorder du crédit. Parce qu'il y a une réalité dans notre pays. Le président de la République a mobilisé ou avait mobilisé la nation autour de la traque des biens mal acquis. Les faits sont là. Le résultat en est qu'une seule personne a été inquiétée alors que d'autres qui étaient indexés par le régime d'Abdoulaye Wade et qui étaient les partisans d'Abdoulaye Wade ont été blanchis par le président de la République lui-même et que ces mêmes individus sur le théâtre politique se sont amusés à faire des déclarations qui sont lourdes de danger. Certains ont dit à Saint-Louis, par exemple, que c'est le président de la République lui-même qui les a appelés pour leur demander de venir le soutenir. Et le lendemain, on a vu qu'ils ont été lavés à grand tour. Et ça pose problème. Nous ne pouvons pas, et nous sommes fatigués, nous autres Sénégalais, de ce système puéril, inutile, archaïque, dans lequel on nous maintient depuis nos indépendances. Nous sommes des citoyens du monde. Nous avons le droit et surtout l'opportunité de voir le monde évoluer. Je ne vois pas en quoi le jeune chinois doit être mieux à l'aise, plus focus, plus mieux préparé que le jeune sénégalais. La règle mondiale, c'est que tout le monde est ouvert et déterminé à aller de l'avant. Pourquoi les gens veulent-ils qu'on nous maintienne dans le sous-développement, dans la dépendance? La performance politique ou la performance économique au Sénégal, c'est le fait de transformer tout le monde en mendiant. Ça se symbolise en termes de billets maca qu'on donne ou de djahal qu'on donne, etc. Et c'est cette forme archaïque de la politique ou de l'exercice du service que nous devons rendre à nos concitoyens qui est à bannir, est complètement obsolète. Et je pense que de ce point de vue-là, il nous faut nécessairement, nous autres Sénégalais, comme je l'ai dit et que je le répète tout le temps, nous sommes la clé de voûte de ce système. C'est nous qui votons. De grâce, la prochaine fois, ne regardons pas ceux-là qui s'amèneront vers nous avec beaucoup d'argent. Dans un pays pauvre, c'est synonyme de vol, c'est synonyme de corruption, c'est synonyme de tout sauf de développement. Et de ce point de vue-là, qu'on apprenne à regarder du côté de ceux-là qui sont restés sobres et qui donnent du corps à leurs engagements et n'ont jamais été pris en défaut de ce point de vue-là. C'est cela le début et le grand commencement de l'effort que nous devons fournir tous ensemble pour aller de l'avant. Et pour terminer, parlons de la libération de Karim Wade, toujours dans ce siège, des tracts supposés bien mal acquis. On a constaté que Wade fils a été libéré à 1h du matin. Donc on parle de grâce, d'autres parlent de deal politique. Vous savez, c'est ça qui est un peu bizarre dans notre pays. L'essentiel de nos débats tourne sur des questions d'individus. L'a dit, l'a fait, on a libéré X, on a enchaîné Y, mais jamais sur les questions de fond, sur la situation de la ménagère à l'intérieur de son espace familial, sur les difficultés que nous autres, nous avons chaque jour pour faire face à la facture d'eau et d'électricité, sur quel avenir voulons-nous pour nos enfants, quel système éducatif, quel système de protection sociale, est-ce que la santé est au point comme nous le souhaiterions, mais nous sommes là, rivés, arc-boutés, sur une culture politicienne complètement dépassée, qui nous ramène essentiellement à nous préoccuper, à réagir en fonction de la situation d'un individu. J'estime que nous sommes dans un état de droit. Et lorsque le président de la République juge qu'un individu doit être gracié, c'est un des systèmes dans les prérogatives du président de la République. Là où le bas blesse et sur lesquels... Justement, là où le bas blesse et sur lequel aujourd'hui vous motivez votre question, c'est que nous sommes dans un environnement de traque des biens mal acquis et que nous sommes dans un environnement où, malheureusement, le chantre de la traque des biens mal acquis s'est révélé être quelqu'un qui n'est préoccupé que par son maintien au pouvoir. Et pour ce service, il est capable de déstructurer l'ensemble de tout ce que nous avons porté et de tout le combat pour lequel nous nous sommes engagés pour mettre ce pays en ordre de marche vers le développement. C'est en cela que nous sommes meurtris. Et quelque part, beaucoup d'analystes, beaucoup d'acteurs politiques, y compris moi, pensons que à travers cette libération,
c'était l'enterrement en première catégorie de l'ensemble de la traque des biens mal acquis, de la gestion sobre et vertueuse, et qu'en réalité, Macky Sall nous dit, écoutez les amis, vous êtes fatigués. 15 personnes d'entre vous ont été tuées, mais c'était en pure perte. Parce qu'en réalité, vous avez devant vous quelqu'un qui va multiplier par 10 les dérives et tout ce que vous avez rejeté de l'ancien régime et qui va le remettre au goût du jour, au vu et au su de tout le monde. Et c'est cela le grand danger qui nous menace aujourd'hui. Bon, c'est sur cette question que se termine cette émission. Merci, Monsieur Cheikh Bamba Dièye. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est l'envie que j'ai de voir ce pays se relever. L'envie que j'ai de voir le Sénégal devenir un ensemble homogène, compact, déterminé, engagé à travers ce vocable de Mame Cheikh Ibrahima Fall qui disait « Jëf Jël Ñaq Tedd ». Et qu'ensemble, tous jeunes, vieux, hommes et femmes, nous soyons résolus à voir la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée-Bissau, le Ghana, le Nigeria comme des concurrents, des partenaires que nous n'aurons de cesse de travailler pour que du point de vue de la croissance, que nous soyons meilleurs, du point de vue de l'éducation, que nos universités, nos écoles supérieures soient meilleures, du point de vue de la santé, qu'il y ait plus de disponibilité, plus de générosité, et que le Sénégalais, où qu'il se situe, soit mieux protégé et ait les meilleures conditions de santé possibles. Nous battre pour que la territorialisation des politiques, la valorisation de nos zones, de nos 6 zones agroécologiques, la restitution du pouvoir accaparé autour de l'État soit libérée pour profiter aux énergies localement installées et enfin que partout, que l'habitat soit transformé, que le cadre de vie soit mieux amélioré et que chaque citoyen sente en se réveillant que nous sommes tous ensemble déterminés pour faire de ce pays un très grand pays parce que fort de ce que nous avons été dans le passé, nous avons les moyens d'être meilleurs et encore toujours meilleurs. C'est fini pour ce numéro de l'entretien de la semaine. On avait comme invité M. Cheikh Bamba Dièye, secrétaire général du FSD/BJ. Il a accepté de discuter avec nous à cœur ouvert tout ce qui touche l'actualité politique sénégalaise. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de walfnet.com. Merci à toute l'équipe aussi de la CNP. Merci. Entretien de la semaine.